Chapitre 11. Comment l'homme évolue. L'âme, en voie de se réincarner, s'immerge tout d'abord dans la matière qui lui est la plus proche, celle des niveaux inférieurs du plan mental. Immédiatement et en quelque sorte automatiquement, une enveloppe de cette matière la revêt. Enveloppe qui est l'expression exacte des qualités déjà développées en elle, dans la mesure, tout au moins, où celles-ci peuvent trouver leur expression à ce niveau. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'âme, à chaque stade de sa descente, subit des limitations plus étroites, et que par conséquent, aucune expression de l'âme sur aucun des plans inférieurs ne peut jamais être parfaite. L'expression obtenue se borne à l'indication de ses qualités. Un tableau représente en 2 dimensions une scène qui existe ou qu'on suppose exister en 3 dimensions. Il la retrace aussi exactement que la perspective permet de le faire sur une surface plane. Mais en fait, les lignes et angles sur le dessin doivent nécessairement différer. À peu près tous, des lignes et angles dans l'espace dont il figure l'image. De même, la matière d'aucun des plans inférieurs ne peut exprimer aucune qualité telle qu'elle existe dans l'âme. Les vibrations de la matière inférieure sont beaucoup trop grossières et trop lentes pour les représenter exactement. La corde n'est pas suffisamment tendue pour pouvoir répondre au son qui résonne d'en haut. Elle peut néanmoins être accordée de manière à donner des sons correspondants à une octave plus bas, comme la voix d'un homme chantant à l'unisson avec un jeune garçon rend les mêmes sons avec toute l'approximation dont un organisme inférieur est capable. Ainsi, la couleur qui exprime une qualité déterminée dans le corps causal l'exprimera aussi dans le corps mental et même dans le corps astral, mais la teinte en sera moins délicate, moins lumineuse et moins éthérée à mesure que nous descendrons. La différence d'aspect de la gamme des couleurs sur chaque plan est telle qu'il est impossible de la faire ressortir sur le papier ou sur la toile. Nous ne pouvons tenter d'en donner une idée qu'en établissant des gradations ou en définissant des caractéristiques. Car même l'octave immédiatement supérieure à l'octave physique dépasse absolument tout ce que l'intelligence nous permet d'imaginer, tant qu'elle travaille assujettie aux limitations du cerveau physique. On peut imaginer les couleurs astrales inférieures comme sombres et grossières, et certes, elles le sont si on les compare aux teintes plus pures des niveaux plus élevés, mais elles sont néanmoins lumineuses dans leur grossièreté. Elles ont moins l'aspect de couleurs sombres au sens ordinaire du moins que de lueur d'un feu sombre. Chaque fois que nous passerons d'un état de matière inférieur à l'état supérieur, nous constaterons que celui-ci manifeste une merveilleuse puissance pour l'expression de qualités plus nobles et d'autre part perd graduellement le pouvoir d'en exprimer certaines autres qui sont inférieures. Par exemple, la teinte particulièrement déplaisante qui dans le corps astral représente la sensualité grossière est complètement incapable de se reproduire dans la matière mentale. On objectera peut-être qu'il ne devrait pas en être ainsi, puisqu'un homme peut assurément avoir une pensée sensuelle. Mais cette idée semble témoigner d'une conception inexacte des faits. Un homme peut former une image mentale qui évoque en lui un sentiment de sensualité, mais la pensée et l'image sensuelle s'exprimeront dans la matière astrale et non dans la matière mentale. Elle laissera ainsi une empreinte bien définie de sa teinte particulière sur le corps astral, tandis que dans le corps mental,
elle rendra plus intenses les couleurs caractéristiques des défauts concomitants du mental, l'égoïsme, la vanité, la fourberie. Ceux-ci, à leur tour, n'ont aucune possibilité de s'exprimer dans la pure splendeur du corps causal. Mais chaque fois que l'homme, en se laissant aller à ses défauts, augmente leur intensité dans le véhicule inférieur, il contribue en quelque mesure à ternir l'éclat de ces couleurs qui représentent le développement des vertus opposées dans son corps causal, véhicule supérieur où l'existence est beaucoup plus proche de la réalité. Les couleurs sont toujours produites suivant un processus ascendant. L'homme reçoit quelque impression du dehors et en réponse, un courant d'émotion d'une certaine espèce s'éveille en lui. C'est-à-dire que tant que l'émotion persiste, le type particulier de vibration qui la représente prédomine dans le corps astral, comme nos illustrations le montrent un peu plus loin. Après quelque temps, l'émotion passe et la couleur qui la représente se dissipe. Mais pas complètement toutefois. Le corps astral contient une certaine proportion de matière qui vibre normalement à la vitesse spéciale propre de cette émotion. Et chaque explosion violente de celle-ci augmente quelque peu cette proportion. Prenons un exemple. La plupart des hommes ordinaires ont en eux une certaine somme d'irritabilité qui s'exprime dans le corps astral par un nuage écarlate. Quand l'homme manifeste cette irritabilité par une soudaine explosion de colère, une teinte écarlate envahit temporairement le véhicule astral tout entier, comme nous le montrerons ultérieurement. La crise de passion se calme et l'écarlate disparaît. Mais il a laissé ses traces derrière lui. Il reste en effet une augmentation légère et permanente des dimensions du nuage écarlate qui représente l'irritabilité, et la matière du corps astral tout entier est devenue un peu plus apte à répondre aux vibrations de la colère, quand l'occasion s'en présentera. Le processus est naturellement le même pour toute autre émotion, bonne ou mauvaise, et nous voyons ainsi clairement manifester dans la matière cette loi morale. Chaque fois que nous cédons à une passion quelconque, nous nous rendons un peu plus difficile la résistance à sa prochaine attaque. Chaque effort qui réussit à la réprimer tend au contraire à rendre la victoire suivante plus facile. Les couleurs relativement permanentes du corps astral indiquent la persistance de certaines vibrations qui, avec le temps, agissent sur le corps mental en créant des vibrations de caractère semblable. À ce niveau très supérieur, à condition toutefois que le caractère des vibrations originales soit susceptible d'être reproduit dans cette matière plus subtile. C'est précisément par cette méthode consistant à exciter des vibrations sympathiques que les qualités élevées développées par la vie sur les plans inférieurs s'incorporent graduellement dans le corps causal. Fort heureusement pour nous, les effets des émotions les plus élevées peuvent seuls être enregistrés à ce niveau. Ainsi, au cours de ses nombreuses existences, l'homme développe en lui maintes qualités, les unes bonnes, les autres mauvaises. Mais tandis que toute acquisition en bien est constamment mise en réserve et amassée dans le corps causal, ce qui est mauvais ne peut s'exprimer qu'à travers les véhicules inférieurs et revêt ainsi un caractère relativement impermanent. La puissante loi de la justice divine donne exactement en partage à tout homme le fruit de ses propres actions, bonnes ou mauvaises. Mais le mal épuise nécessairement ses effets sur les plans inférieurs, parce que ces vibrations ne peuvent s'exprimer que dans la matière de ces plans et n'ont pas la capacité d'éveiller un écho dans le corps causal. Par conséquent,
Sa force se dépense tout entière à son propre niveau et réagit intégralement sur son auteur, dans sa vie astrale et physique, que ce soit dans l'incarnation en cours ou dans les suivantes. Une bonne action, une bonne pensée produisent aussi leur effet sur les plans inférieurs, mais en outre, elles ont sur le corps causal l'effet décrit plus haut, effet permanent, infiniment plus élevé, qui joue un rôle si considérable dans l'évolution de l'homme. Ainsi, pensées et actions, bonnes ou mauvaises, produisent leurs résultats ici-bas, les unes comme les autres, et les manifestent dans les divers véhicules temporaires, mais les bonnes qualités sont seules retenues comme autant de gains définitifs pour l'homme réel. Chaque fois qu'il redescend pour se réincarner, l'individu se retrouve à maintes et maintes reprises face à face avec le mal, jusqu'à ce qu'il ait vaincu et qu'il ait définitivement déraciné de ses véhicules toute tendance à y répondre. En fait, jusqu'à ce qu'il ne soit plus susceptible d'être emporté par aucune passion, ni par aucun désir, et qu'il ait appris au contraire à se gouverner lui-même dans son fort intérieur. Chapitre 12. Ce que nous montrent ces corps. L'homme apprend graduellement la leçon dont nous venons de parler. Aussi, les premières manifestations de l'homme inculte sur les plans inférieurs ne sont-elles assurément pas belles à voir. Nous n'avons pas mis l'homme absolument primitif au nombre de nos types illustrés. Son cas nous fournirait trop peu de choses à représenter. Le sauvage, dont le corps causal est représenté par la figure 5, posséderait vraisemblablement un corps mental à très peu près tel que le figure la figure 6 et un corps astral du type donné par la figure 7. Il faut bien se rendre compte que tous ces corps occupent le même espace et s'interpénètrent les uns les autres, de sorte qu'en observant le sauvage, à l'aide de la clairvoyance, nous verrions son corps physique entouré d'un nuage lumineux, de forme ovoïde, mais ce nuage se présenterait sous une des apparences figurées aux figures 5, 6 ou 7, suivant le mode de clairvoyance employé. L'emploi de nos sens astraux nous permettrait de voir seulement le corps astral de cet homme, et son examen nous ferait connaître les passions, émotions ou sensations que l'homme éprouve sur le moment, et celles auxquelles il a l'habitude de céder fréquemment. Le véhicule astral est le champ des manifestations du désir, le miroir dans lequel chaque fait de sensibilité se reflète instantanément, dans lequel chaque pensée doit trouver son expression pour peu qu'elle ait quelque rapport avec la personnalité. Ces matériaux fournissent une farine corporelle aux sombres élémentales que l'homme crée et met en œuvre par ses désirs mauvais et ses sentiments malveillants. Ils procurent d'eux-mêmes leur forme. Ces matériaux fournissent une farine corporelle aux sombres élémentales que l'homme crée et met en œuvre par ses désirs mauvais et ses sentiments malveillants. Ils procurent d'eux-mêmes leur forme aux élémentales bienfaisants auxquels donnent naissance la bienveillance, la gratitude et l'amour. Comme on doit naturellement s'y attendre, les manifestations du corps astral sont peu permanentes. Ses couleurs, son éclat, la rapidité de ses pulsations, tout varie d'un instant à l'autre. Une explosion de colère changera le corps astral tout entier d'éclairs rouges sombres sur un fort noir. Une terreur soudaine le voilera instantanément d'un nuage gris d'une lividité effrayante. Toutefois, ce véhicule astral si mobile a lui-même des moments de repos relatifs qui nous permettront d'y observer un groupe défini de couleurs conservant plus ou moins la même disposition.
Nous avons choisi un de ces moments pour notre illustration, figure 7, qui, nous le verrons plus loin, fournit bon nombre d'indications sur le sujet en observation. L'emploi de notre vue mentale nous permettrait d'apercevoir le corps mental de cet homme, et ce corps ressemblerait probablement à celui que figure la figure 6. Dans la mesure où leurs couleurs respectives sont comparables, ce corps mental concorderait à peu près avec le corps astral à l'état de repos. Mais il représenterait bien davantage encore. Nous y verrions apparaître le degré de développement intellectuel et spirituel de l'homme, élément qui se réduit à peu de choses sans doute dans le cas de notre sujet, mais qui prend plus tard une importance considérable comme nous le verrons ultérieurement. L'examen du corps mental nous permet donc de déduire à quelle espèce d'homme il appartient et l'usage que celui-ci a fait de son existence, jusqu'au point où il se trouve dans l'incarnation en cours. Enfin, si nous sommes assez heureux pour avoir le parfait usage de la vue dans notre corps causal, et si nous l'employons à notre enquête, nous verrons le corps causal du sauvage et l'examen de celui-ci nous apprendra le degré d'avancement de sa vie réelle, en tant qu'âme. Les progrès accomplis par l'ego dans le développement qui le fait tendre vers la divinité. On voit donc au niveau divers où elle se déroule, la vie tout entière de l'homme se présente comme un livre ouvert aux yeux du clairvoyant entraîné, capable d'exercer les divers modes de vision correspondants, car il n'y a ni dissimulation ni déguisement possible sur ces plans élevés, tel il apparaîtra devant l'observateur impartial. Je dis impartial. Il ne faut jamais oublier en effet que chacun voit autrui par l'intermédiaire de ses propres véhicules et par ce fait se trouve un peu dans les conditions d'un observateur qui regarderait un paysage à travers un verre coloré. Tant qu'il n'aura pas appris à tenir compte de cette influence, le clairvoyant sera exposé à considérer comme prédominantes dans le sujet qu'il observe les caractéristiques auxquelles il est lui-même le plus disposé à répondre. Mais il lui suffira d'un peu de pratique attentive pour s'affranchir de l'altération visuelle produite par ce facteur personnel et devenir apte à lire d'une manière claire et exacte. Chapitre 13. Les couleurs, leur signification. Pour être à même d'entreprendre une étude intelligente de ces divers corps dans leurs détails, nous devons au préalable nous familiariser avec la signification générale des teintes variées qu'ils présentent. On en trouvera l'indication dans notre frontispice. La combinaison de ces couleurs principales rend possible une variété presque infinie de teintes secondaires. Je me suis efforcée de donner, avec toute l'approximation possible, la teinte exacte qui exprime sans mélange d'aucune autre l'émotion dont le nom est associé. Toutefois, les émotions humaines ne sont presque jamais sans mélange, et l'observateur doit constamment classifier des nuances indéterminées en analysant les facteurs nombreux qui participent à leur formation. La colère, par exemple, est représentée par le muge écarlate, et l'amour par le cramoisi et par le rose. Mais bien souvent, la colère et l'amour sont profondément empreints d'égoïsme. En ce cas, la teinte brun-gris, caractéristique de ce vice, viendra altérer la pureté de leurs couleurs respectives, dans la mesure où il s'alliera à ses sentiments. La colère et l'amour peuvent encore être mêlés d'orgueil, que décèlerait immédiatement une teinte orange foncé. Au cours de notre investigation, nous étudierons maints exemples de mélanges pareils et les teintes qui en résultent. Mais nous devons aussi nous appliquer à apprendre à lire la signification des teintes plus simples. Nous donnons ci-après une liste des plus communes d'entre elles. Noir. De lourds nuages noirs dans le corps astral
indique la haine et la méchanceté. Quand par malheur une personne se livre à un accès de colère passionnée, les terribles formes pensées de la haine peuvent généralement s'apercevoir, flottant dans son aura, comme les spirales d'une épaisse fumée. Rouge. Des éclairs d'un rouge foncé, habituellement sur fond noir, dénotent la colère. Il s'y mêle plus ou moins de brun, suivant que l'égoïsme participe plus ou moins directement à la colère éprouvée. Ce qu'on appelle parfois une noble indignation chez un individu opprimé ou offensé peut s'exprimer par des éclairs d'un rouge écarlate brillant sur le fond ordinaire de l'aura. Rouge sang sombre. Cette couleur difficile à décrire, bien qu'il soit impossible de s'y méprendre, est l'indice de la sensualité. Brun. Le brun rouge terne, presque couleur rouille, dénote l'avarice. Cette teinte se dispose généralement en barres parallèles en travers du corps astral, auquel elle donne un aspect très curieux. Le brun gris, dur et terne, représente l'égoïsme. C'est malheureusement une des couleurs les plus communes dans le corps astral. Le brun verdâtre, illuminé d'éclairs rouges sombres ou écarlates, indique la jalousie. On observe presque toujours cette couleur en quantité appréciable chez l'homme ordinaire, quand il est sous l'emprise du sentiment qu'on appelle de l'amour. Gris. Une teinte lourde d'un gris plombé exprime un abattement profond. Quand il est habituel, on prête parfois au corps astral un aspect morne et attristant, au-delà de toute expression. Cette couleur partage avec celle de l'avarice la particularité curieuse de se disposer en bandes parallèles. L'une et l'autre donnent l'impression qu'elles enferment leurs malheureuses victimes dans une sorte de cage astrale. Le gris livide, teinte hideuse et effrayante, indique la peur. Cramoisi. Cette couleur indice de l'amour constitue souvent le plus beau des éléments que présentent à l'observateur les véhicules de l'homme ordinaire. Elle varie naturellement beaucoup selon la qualité de l'amour. Elle peut être terne, foncée, fortement teintée de brun, de l'égoïsme, si le soi-disant amour considère avant tout la somme d'affection qu'il reçoit d'autrui, ce que lui rapportent les placements de la sienne. Au contraire, si cet amour ne pense jamais à lui-même, ni à ce qu'il reçoit, s'il songe uniquement à ce qu'il peut donner et aux moyens de se donner tout entier en sacrifice volontaire pour l'amour de l'être aimé, il s'exprime alors par une ravissante couleur rose. Quand celle-ci est exceptionnellement brillante et teintée de lilas, elle dénote un amour plus spirituel pour l'humanité. Les nuances intermédiaires sont innombrables. D'autre part, l'affection peut naturellement être teintée par divers autres sentiments, orgueil, jalousie, etc. Orange. Cette couleur représente toujours l'orgueil ou l'ambition. Elle a presque autant de variété que la précédente, selon la nature spéciale de ses sentiments. Il n'est pas rare de la trouver jointe à l'irritabilité. Jaune. Cette couleur de très bon indice implique toujours un certain degré d'intellectualité. Extrêmement variées, ces nuances sont parfois rendues fort complexes par le mélange d'autres teintes. En termes généraux, le jaune est plus foncé et plus terne quand l'intellect s'applique principalement à des objets inférieurs et en particulier égoïstes. Il devient brillant et doré et s'élève graduellement à un jaune splendide, clair et lumineux, nuance citron ou prime vert, quand l'intelligence s'adonne à des objets de plus en plus élevés et impersonnels. Vert.
Aucune couleur ne comporte autant de significations variées que celle-ci, et elle demande quelque étude pour être interprétée correctement. La plupart de ces manifestations décèlent une sorte d'adaptabilité, primitivement mauvaise et fourbe, mais parfois bonne et sympathique. Le gris-vert, une de ces variétés difficiles à caractériser autrement que par l'épithète vaseux, indique la fourberie et la ruse. Sa prédominance se remarque dans le corps astral de la plupart des sauvages, mais elle n'est malheureusement pas rare chez les hommes plus civilisés, qui devraient avoir dépassé depuis longtemps le degré d'évolution qu'elle indique. À mesure que l'homme progresse, cette teinte s'améliore et se transforme en un vert émeraude vif qui signifie encore la versatilité, l'ingéniosité et la fertilité en ressources, mais n'implique plus la tendance à faire usage de ces qualités dans de mauvaises intentions. Elle dénote la faculté d'être tout à tous, non plus dans le dessein de les tromper ou de les induire en erreur, mais d'abord pour leur plaire, obtenir leur louange ou leur faveur, et ensuite, à mesure que la compréhension se développe, pour leur venir en aide et les fortifier. Cette couleur devient parfois un ravissant bleu-vert, pâle et lumineux, nuance délicate, qu'on peut voir dans un ciel exceptionnellement pur au coucher du soleil. Elle représente alors quelques-unes des plus hautes qualités de la nature humaine, la plus profonde sympathie et la compassion, jointes à un pouvoir d'adaptabilité parfaite que seules elles peuvent donner. Dans un premier développement, une teinte brillante vert pomme semble accompagner toujours une forte vitalité. Bleu. Un bleu transparent, quoique foncé, indique généralement le sentiment religieux. Mais il présente aussi des variétés innombrables, suivant les caractères de ce sentiment pur ou empreint de bigoterie, égoïste ou noble. Il est susceptible d'être teinté par la plupart des qualités mentionnées plus haut et donne ainsi lieu à toutes les nuances possibles, depuis l'indigo d'une part et le violet profond de l'autre, jusqu'au gris bleu plombé qui caractérise les adorateurs de fétiches en Afrique, les teintes de l'amour ou de la crainte, de la dissimulation ou de l'orgueil peuvent se mêler à celles du sentiment religieux et offrent à l'observateur une immense variété de combinaisons. Un bleu léger comme l'outremer ou le cobalt montre le dévouement à un noble idéal spirituel. Il peut s'élever graduellement à un bleu lilas lumineux qui indique une spiritualité supérieure et s'accompagne généralement, lors de gerbes étincelantes d'étoiles d'or, indice de hautes aspirations spirituelles. On imagine aisément la quantité presque innombrable de combinaisons et de modifications à laquelle toutes ces teintes peuvent donner naissance, de manière à exprimer avec la plus grande exactitude les nuances les plus délicates du caractère, les sentiments les plus complexes et les plus fugitifs. L'éclat du corps astral dans son ensemble, son contour plus ou moins net, le degré relatif de rayonnement de ces différents centres de force sont autant d'éléments dont l'observateur doit tenir compte pour saisir la signification intégrale de ce qu'il voit. Nous mentionnerons enfin un dernier fait digne d'attention. Les facultés psychiques développées ou en voie de développement ont pour indice des couleurs qui sont au-delà du spectre visible, en sorte qu'il est impossible de les représenter avec des teintes empruntées à celui-ci. Les couleurs ultraviolets dénotent le développement de qualités plus élevées et plus pures, tandis que les tristes combinaisons des teintes infrarouges révèlent la perversité de l'homme qui pratique les formes mauvaises et égoïstes de la magie.
L'avancement occulte se décèle non seulement par la présence dans l'aura des couleurs correspondantes, mais encore par l'éclat plus lumineux des divers véhicules, par l'augmentation de leur dimension et par la netteté plus grande de leurs contours. Nos planches coloriées le font ressortir dans la suite. Chapitre 14. Le sauvage. Considérons maintenant le corps mental du sauvage, en figure 6. En faisant application de ces données à première vue, elles nous révèlent plusieurs faits certains en ce qui le concerne. Bien qu'en somme ce corps mental soit fort pauvre et peu développé, il témoigne cependant que l'homme a fait quelques progrès. Le jaune terne, à la partie supérieure, indique une certaine somme d'intelligence, mais la teinte sale montre aussi qu'elle s'applique exclusivement à des fins égoïstes. Le gris-bleu dénote une dévotion qui doit être un fétichisme largement teinté par la crainte et inspiré par des considérations d'intérêt personnel, tandis que le cramoisi de teinte boueuse, que nous voyons à notre gauche, nous fait supposer un commencement d'affection qui doit encore être principalement égoïste. La bande de couleur orange terne implique l'orgueil d'ordre tout à fait inférieur. La tache large écarlate exprime une forte tendance à la colère qu'enflammerait évidemment la moindre provocation. La large bande versale, qui tient une si grande place dans le véhicule considéré, décèle la fourberie, la perfidie et l'avarice, ce dernier défaut indiqué par une teinte brunâtre bien visible. Enfin, nous remarquons à la base de l'ovale une sorte de dépôt de couleur boueuse qui suggère l'égoïsme en général et l'absence de toute qualité désirable. L'absence même de toute qualité supérieure bien définie dans ce corps mental nous permet de prévoir avec certitude que si nous nous reportons au corps astral correspondant en figure 7, nous constaterons que notre homme ne possède presque aucun contrôle sur celui-ci. Et en effet, nous remarquons dans ce véhicule du désir une énorme proportion exclusivement occupée par la sensualité que décèle un brun rouge de mauvais aspect, voisin du rouge sang. Il est difficile de reproduire la teinte lugubre qui caractérise cet instinct déplorablement commun, exception faite pour les âmes plus avancées. La fourberie, l'égoïsme et l'avidité sont en évidence ici, comme on pourrait s'y attendre. Et la colère farouche se révèle par des taches de rouge écarlate terne. C'est à peine s'il y a trace d'affection et le peu d'intelligence et de sentiments religieux qui apparaissent sont d'ordre aussi bas que possible. Notons en outre l'irrégularité des contours de ce corps astral, son aspect tacheté et la disposition des couleurs. Quand nous passerons au véhicule d'êtres humains plus évolués, nous constaterons un progrès considérable à cet égard. Les couleurs se mêlent toujours dans une certaine mesure et se fondent les unes dans les autres, mais chez l'homme ordinaire, elles ont cependant une tendance à se disposer par bandes, plus ou moins régulières, en même temps que le contour du corps devient assez régulier et bien défini. Dans le sauvage, au contraire, tout est irrégulier et confus. Il est évidemment l'esclave d'impulsions violentes et souvent vicieuses auxquelles il cède à l'instant, sans le moindre effort pour les surmonter. C'est en somme un être très déplaisant. Cependant, chacun de nous a passé par cette phase et les expériences que nous y avons faites nous ont mis à même de nous élever jusqu'à une condition un peu plus pure et plus noble. Seules quelques races inférieures et les vestiges de la troisième race mère présentent aujourd'hui un degré d'évolution aussi bas. Tout en tenant largement compte des variations individuelles,
le corps astral de ces sauvages relativement supérieurs offre en général un aspect intermédiaire entre celui de notre figure 10 et celui de la figure 7. Si l'on veut se faire une idée de l'aspect des divers véhicules humains, il est indispensable de ne jamais oublier que les parcelles de matière qui les constituent sont constamment animées d'un mouvement rapide. Dans certains cas, dont mention sera faite en son temps, ces corps présentent des bandes distinctes et des lignes clairement définies, mais dans la grande majorité des cas, les nuages de couleurs ne se fondent pas seulement les uns dans les autres, ils roulent sans cesse les uns sur les autres, apparaissant et disparaissant par suite de ce mouvement. En fait, la surface de ce brouillard lumineux, aux brillantes couleurs, ressemble un peu à celle de l'eau qui bout fortement. On y voit des particules qui tourbillonnent, qui montent à la surface et retombent, qui changent sans cesse de place. Ainsi, les diverses couleurs ne conservent pas toujours les positions respectives où nos illustrations les représentent. Et cependant, il n'en est pas moins vrai qu'elles gravitent autour de l'arrangement indiqué. Le jaune, le rose et le bleu ne se trouvent pas toujours groupés comme nous les dépeignons, mais ils tournoient et roulent en restant près du sommet de l'ovoïde. On les trouve toujours à proximité de la tête du corps physique, tout au moins quand ils existent. Tandis que des couleurs caractéristiques de l'égoïsme, de l'avarice, de la fourberie ou de la haine tendent toujours vers le bas, et que la grande masse des penchants sensuels flotte habituellement entre les deux. À chacun de ces degrés vibratoires, qui donnent lieu à la perception de couleurs, correspond un type spécial de matière astrale ou mentale, où il a plus librement cours, et la position moyenne de chaque couleur, dans le brouillard sans cesse mouvant de l'aura, dépend en réalité du poids spécifique de la matière correspondante. Toute la matière contenue dans un corps astral, ou peu s'en faut, peut être amenée par un flot soudain de passion à participer temporairement aux vibrations de cette passion. Mais la matière entière, sauf la portion à laquelle ce mode vibratoire est normal, reprendra son propre mode de vibration aussitôt que la force accidentelle cessera d'agir. Chaque homme a naturellement son idiosyncrasie propre et il n'en est pas deux exactement semblables. Toutefois, chacun de nos exemples représente une section d'un spécimen moyen de sa catégorie et les diverses couleurs de ces véhicules sont représentées dans la partie de l'ovoïde où elles se trouvent habituellement. Le corps physique est esquissé dans chacune de ces figures à seule fin de donner au lecteur une idée de ses dimensions par rapport à celles des véhicules supérieurs. Les dimensions respectives de ceux-ci varient fort peu, sauf chez l'homme hautement développé, dont les véhicules, nous le verrons plus loin, augmentent dans des proportions considérables. Bien des lecteurs, en lisant ces descriptions, se sont imaginés que les hommes dans le plan astral n'étaient plus que des formes ovoïdes aux couleurs chatoyantes, avec un vague reflet de la forme physique. Il nous a paru utile de reproduire quelques lignes extraites d'une réponse donnée par l'auteur lui-même, voir Bulletin théosophique 1920, page 194. La majeure partie de la matière astrale, d'un corps astral donné, se trouve concentrée dans la contrepartie du corps physique. L'homme représente le spectacle d'un corps astral dont les 99% de matière sont concentrés à l'intérieur des limites du corps physique. Le 1% formant la différence devant remplir le reste de la forme ovoïde. Dans les planches de l'homme visible et invisible, nous n'avons fait que tracer au crayon les contours du corps physique, car mon désir dans ce livre
était de mettre spécialement en relief les couleurs de l'ovoïde et la façon dont elles illustrent le développement de l'homme par le transfert des vibrations des corps inférieurs jusqu'au corps supérieur. Mais en réalité, cette contrepartie astrale du corps physique est très solide et définie et se distingue tout à fait clairement de l'ovoïde environnant. Nous pouvons même ajouter que pour les pèlerins ordinaires du plan astral, cette aura ou ovoïde environnant n'est en réalité visible que par un clairvoyant entraîné. Il en résulte donc que pour la plupart des humains, qui séjournent soit temporairement sur ce plan pendant leur sommeil, soit plus longtemps après leur mort physique, l'apparence habituelle des formes humaines n'est pas si différente de celle que nous connaissons. Il ne faut pas oublier que la pensée a une influence très puissante sur la matière astrale et peut facilement la modeler, de sorte qu'un homme qui, après sa mort, penserait à lui comme plus jeune qu'il ne l'était, en viendrait graduellement à paraître rajeuni. Il pourrait même influencer par sa pensée la nature de ses vêtements, etc. Figure 8. Corps causal d'un homme ordinaire. Chapitre 15. La personne ordinaire. Quittons maintenant le sauvage pour examiner l'homme de la moyenne ordinaire, le premier homme venu de notre race et de notre époque. Voyons les progrès réalisés par rapport au type précédent et comment ils se manifestent dans les divers véhicules. Nous ne prendrons pour exemple ni un savant, ni une personne raffinée et de haute culture, mais simplement l'homme ordinaire des niveaux inférieurs de la classe moyenne. Le petit épicier, l'employé, le concierge ou le facteur. Non pas du type le plus grossier, mais de la moyenne vulgaire. Si nous examinons avec la vision appropriée le corps causal d'un tel homme, nous lui trouverons à peu près le degré de développement indiqué figure 8. La grande enveloppe ovoïde montre un accroissement bien distinct de son contenu et bien qu'elle ne soit pas encore à moitié pleine, des couleurs excessivement délicates et éthérées y sont visibles à l'intérieur en certaines quantités. La signification des couleurs en est la même à ce niveau qu'au niveau inférieur, bien qu'elles indiquent ici des qualités définies, acquises d'une façon permanente par l'âme, et qu'elles soient de plusieurs octaves au-dessus de celles qui représentent les mêmes qualités sur les plans inférieurs. L'examen nous prouve que l'homme a déjà évolué en lui un peu de l'intelligence supérieure, un peu de vraie dévotion et d'amour véritablement désintéressé. Dans la mesure où il parviendra à les exprimer sur les plans inférieurs, ces qualités lui appartiennent désormais, comme une sorte de fonds de commerce, comme qualité inhérente pour toutes les incarnations que l'avenir lui réserve. Son corps causal nous montre même une teinte légère de ce violet si délicat, indice de l'amour et de la dévotion capable de se tourner vers le plus haut idéal. On y voit aussi une légère teinte vert clair représentant la sympathie et la compassion. Le corps mental de l'homme ordinaire, figure 9, témoigne d'un progrès déjà considérable par rapport à celui du sauvage. Non seulement l'intelligence, l'amour et la dévotion y occupent une proportion plus grande, mais en outre, toutes ces caractéristiques ont largement gagné en qualité. À vrai dire, elles sont fort loin d'être parfaitement pures, mais elles présentent assurément un ensemble de tons bien meilleur que la figure 6. L'orgueil tient tout autant de place qu'auparavant, mais au moins est-il d'ordre plus élevé. Si l'homme est encore orgueilleux, ce sera plutôt de telle bonne qualité
qui s'imagine posséder que de la simple supériorité de son être physique en force brutale ou en cruauté. Figure 9. Corps mental d'un homme ordinaire. L'écarlate, en proportion encore assez forte, indique le penchant à la colère, mais on remarquera qu'il est situé plus bas dans l'ovoïde que chez le sauvage. Ce fait prouve l'amélioration générale de la qualité de la matière dont ce corps mental est composé. Nous avons constaté dans le corps mental du sauvage un vert vaseux qui indiquait la fourberie, fortement empreinte d'avarice et d'égoïsme. Les vibrations productrices de cette teinte se propagent exclusivement dans une matière plus dense et plus grossière que celle de l'écarlate, indice de la colère. Au contraire, le vert, décidément meilleur que nous présente le corps mental de l'homme ordinaire, ne transmet ses vibrations que dans une matière un peu moins dense que l'écarlate. De là provient apparemment le changement des positions respectives de ces couleurs. Le vert s'est amélioré à un point qui en fait l'indice dans certains degrés de versatilité et d'adaptabilité plutôt que de fourberie et de ruse. Le brun des tendances égoïstes occupe encore une grande proportion du corps mental, mais on remarquera la nuance un peu plus chaude, un peu moins laide, qu'a prise cette même couleur. Si nous passons à la figure 10, nous y trouverons le corps astral qui correspond au corps mental de la figure 9. Le corps astral de l'homme ordinaire. Elle permet de constater que ce véhicule concorde, à très peu près, avec son corps mental, bien que les couleurs en soient naturellement un peu plus grossières et qu'il décèle très nettement certaines passions qui ne peuvent s'exprimer sur le plan supérieur. Néanmoins, il présente une amélioration considérable par rapport au corps astral du sauvage en figure 7. Il montre moins de sensualité, bien que ce soit malheureusement encore une des caractéristiques prédominantes, mais elle est moins foncièrement brutale et cesse d'être toute puissante. L'égoïsme reste très accentué, et certes, l'homme est encore capable de tromper pour en arriver à ses fins, mais déjà le vert de son véhicule astral semble se diviser en deux qualités distinctes, montrant ainsi que la ruse proprement dite devient graduellement de l'adaptabilité. Notre illustration, figure 10, représente la qualité moyenne du corps astral chez le type d'homme auquel il appartient. D'autre part, il indique la condition moyenne de ce corps quand il est relativement au repos. Le corps astral d'une personne ordinaire, quelle qu'elle soit, est si rarement au repos que nous nous ferions une idée très incomplète des aspects qu'il peut prendre si nous négligeons d'examiner l'apparence qu'il nous montre sous diverses influences accidentelles, une impulsion soudaine ou un flot de sensations. Il est de plus certaines attitudes plus permanentes de l'esprit qui modifient le corps astral et qui sont suffisamment distinctes pour être dignes de remarque. En conséquence, nous consacrons les quelques pages suivantes à décrire ces divers effets. Figure 10. Corps astral d'un homme ordinaire. Chapitre 16. Émotions soudaines. Quelques-unes de ces émotions produisent dans le corps astral les résultats les plus frappants, résultats qui méritent bien une étude attentive. Dans la figure 11, par exemple, on a tenté de peindre les effets qui se manifestent chez une personne transportée par un élan soudain d'affection vive et parfaitement pure. Une mère, par exemple, quand elle saisit son enfant dans ses bras et le couvre de baisers. Une violente agitation envahit subitement le corps astral et pendant un moment, les couleurs
qui lui sont naturelles à l'état de repos, sont presque obscurcies. Dans ce cas, comme dans tous les suivants, le corps astral de la personne ordinaire, tel que le représente la figure 10, est pris comme base ou comme arrière-plan de l'illustration. Mais on en voit fort peu de choses pendant le passage d'une émotion violente. Si l'on analyse sur la figure 11 le changement survenu, on trouvera qu'il consiste en 4 modifications distinctes. Des spires ou tourbillons de couleurs vives, de formes bien définies, sont apparus. Ils ont une apparence solide et rayonnent une lumière intense qui vient de l'intérieur. Chacun d'eux est en réalité une forme pensée d'affection ardente, engendrée dans le corps astral et sur le point d'être projetée vers l'objet de ce sentiment. Il est difficile de dépeindre ces nuages tourbillonnants de lumière vivante. La beauté de leur aspect dépasse toute description. Le corps astral tout entier est rayé de lignes horizontales, de lumière cramoisie, animée de vibrations, et plus difficile encore à représenter exactement que les formes pensées, à cause de l'extrême rapidité de leurs mouvements. Néanmoins, l'artiste a fort heureusement saisi l'effet général. 3. Une sorte d'enveloppe très mince de couleur rose couvre la surface entière du corps astral, de sorte que tout l'intérieur est vu à travers celle-ci, comme à travers un verre coloré. Sur notre dessin, elle se voit seulement sur les bords. 4. Un afflux de teintes cramoisies remplit le corps astral, colorant en quelque mesure toutes les autres nuances, et çà et là se condense en bandes irrégulières et flottantes, semblables à des cirrus à demi formés. Figure 11. Affection ardente dans le corps astral d'une mère. Ce brillant feu d'artifice astral ne durera probablement pas plus de quelques secondes, et ensuite le corps redeviendra rapidement à son état normal. Mais chaque élan pareil, du même sentiment, produit son effet. Il augmente un peu la tête cramoisie permanente à la partie supérieure de l'ovale et laisse les particules du corps astral un peu plus aptes à propager la prochaine vague d'affection qui se produira. Si transitoire que puisse être une telle impulsion, comme elle se renouvelle maintes et maintes fois, ces effets se cumulent. Notons d'autre part, comme un élément qu'il ne faut pas oublier, l'heureuse influence exercée sur autrui par le rayonnement des vibrations si pleines de vie, de l'amour et de la joie. Dévotion. La figure 12 est presque identique à la figure 11, sauf que le bleu y remplace partout le cramoisi. Elle figure l'effet soudain d'un élan de dévotion qui enveloppe et transporte une religieuse en contemplation. Ces manifestations prennent les 4 mêmes formes que nous avons notées dans le cas d'une impulsion affectueuse. Les volutes qui étincellent et tourbillonnent, les lignes horizontales qui vibrent avec rapidité, l'enveloppe extérieure et les traînées nuageuses. Leur signification est précisément la même en substituant partout le sentiment religieux à l'affection. Un transport aussi parfait de dévotion est assez rare, beaucoup moins commun qu'une explosion d'amour également parfaite. Parfois, on peut voir apparaître un flot de sentiments de cette nature, mais généralement sans le même degré de précision, dans le cas d'une personne qui fait acte d'adoration devant un autel ou encore devant une image de la Sainte Vierge. D'habitude, les lignes parallèles sont moins régulières et moins accentuées, les volutes nettement décidées
dessinés, font tout à fait défaut et sont remplacés par des nuages informes de vapeur bleue. Ces nuages informes d'un bleu foncé se voient très souvent dans les églises où ils se déroulent lentement, comme les tourbillons d'une épaisse fumée au-dessus de la tête des assistants. On ne voit rien de pareil dans les églises à la mode où les hommes repassent dans leur esprit les vicissitudes de leurs dernières spéculations, tandis que les dames sont toutes aux délices de critiquer mutuellement leur toilette. Rien de semblable non plus dans certaines assemblées religieuses où les pensées ne s'arrêtent à rien d'aussi humble que l'adoration et la dévotion, où la suffisance et le contentement de soi-même éclatent aussi bien dans les harangues grandiloquentes et pompeuses du prédicateur que dans l'attitude des auditeurs, toujours prêts pour la controverse et pour la chasse à l'hérésie. Figure 12. Élan de dévotion d'une religieuse en contemplation. Au contraire, une dévotion très réelle se manifeste parfois, comme il est dit plus haut, parmi les dissidents illettrés dont elle accompagne les chants bien sentis, sinon harmonieux, quelquefois aussi parmi de pauvres paysans dans une église catholique, et plus souvent encore parmi les fidèles pleins de zèle et de dévouement de l'église dite ritualiste. Cette dévotion peut n'être pas particulièrement intelligente, car les grands nuages bleus s'illuminent rarement de la plus faible lueur dorée. Toutefois, elle est sincère, telle qu'elle se manifeste, et elle a indubitablement pour effet d'élever ceux qui l'éprouvent. Dans la grande majorité des cas, cependant, la dévotion, comme sentiment, semble être plutôt vague et mal définie. Il est vraiment rare d'en observer un spécimen aussi parfait que celui dont nous donnons l'image. La colère intense. La figure 13 est peut-être de toute notre série celle dont l'aspect est le plus frappant. Et sans autre commentaire, elle forme par elle-même un éloquent avertissement contre la folie et la méchanceté de l'homme qui se livre à un accès de colère. Comme dans les cas précédents, le corps astral à l'état normal, qui forme l'arrière-plan, est momentanément obscurci par le flot de passion. Mais ici, les pensées qui se manifestent fortes et pleines de vie sont la méchanceté et la malveillance. Elles s'expriment encore en volutes ou en tourbillons, mais semblables cette fois à des masses lourdes, orageuses d'un noir de suie, éclairées intérieurement par les lueurs sinistres de la haine active. Des traînées moins nettes de ces mêmes nuées sombres souillent le corps astral tout entier, tandis que les traits enflammés de la colère sans frein volent parmi elles comme les éclats de la foudre. C'est un spectacle terrible, vraiment effrayant, et mieux on le comprend, plus il paraît tel. Le cas que nous présentons est celui d'un homme transporté de rage, absolument hors de lui, d'un homme qui pour le moment a perdu tout contrôle sur lui-même et qui est capable de meurtre ou des plus atroces cruautés. Il peut être poussé à un crime quelconque et en un instant commettre un acte que toute une vie de repentir serait impuissante à racheter. Alors même que la discipline de l'éducation et des manières parviendrait à l'empêcher de se livrer à aucune violence extérieure, les terribles éclairs de la haine pénètrent les corps astraux comme des glaives. Cet homme blesse donc ceux qui l'entourent d'une façon tout aussi réelle, bien que moins visible, que s'il les attaquait sur le plan physique. Figure 13. Colère intense avec pensée de méchanceté et malveillance. On éprouve un surcroît d'horreur en songeant que s'il constitue ainsi une source de danger pour les autres,
il est lui-même absolument sans défense pour le moment. La passion le domine souverainement. L'élémental du désir est maître suprême, et l'homme réel a temporairement perdu prise sur son véhicule. Dans ces conditions, une autre volonté plus puissante peut se saisir de ce qu'il s'est laissé arracher. Une autre entité à l'affût pourra s'emparer, en quelque sorte, du gouvernail de la barque momentanément abandonnée et en disputer la possession au véritable capitaine, quand celui-ci reviendra. En d'autres termes, quand un homme est transporté de rage, il est exposé à être possédé et obsédé, soit par un désincarné d'une nature analogue, soit par quelque mauvais élémental artificiel dont les vibrations sont synchrones avec celles qui le dominent. Dans ce cas, il est non seulement un danger pour ses semblables, mais il est lui-même en un péril effrayant. Le cas choisi comme exemple est évidemment un cas extrême. Un état semblable ne durerait en général pas plus de quelques minutes, mais les mêmes caractéristiques se montrent, en quelque mesure, chez quiconque s'abandonne à un accès de violente colère. Certes, si les hommes savaient sous quel aspect ils apparaissaient aux yeux de ceux qui peuvent voir, quand ils se laissent aller à une explosion de fureur, il s'appliquerait bien davantage à l'éviter. Le transport passe, mais il laisse ses traces derrière lui. Dans le corps astral de la moyenne des hommes, il existe toujours une certaine quantité d'écarlate, qui décèle le penchant à la colère, à l'irritabilité. Chaque explosion de rage y ajoute quelque chose et augmente, dans la matière du véhicule tout entier, la capacité de répondre plus aisément qu'auparavant à ces vibrations si peu souhaitables. Il faut se rappeler aussi que la colère, bien qu'elle soit impermanente, s'enregistre pour jamais dans la mémoire de la nature. Bien que l'élémental créé par malveillance cesse d'exister, après un laps de temps proportionné à l'intensité de la mauvaise pensée génératrice, la photographie vivante de tous les instants de la vie demeure, et tous les résultats de ses actions, jusqu'aux plus éloignés, iront selon une justice rigoureuse grossir le compte karmique de son créateur. La crainte. Les effets de la crainte sur le corps astral sont très frappants. Par le fait d'une terreur soudaine, un étrange brouillard d'un gris livide se répand en un instant dans tout le véhicule, tandis qu'apparaissent des lignes horizontales de même teinte, vibrant avec une telle violence qu'on les distingue à peine, comme des lignes séparées. L'effet en est indiciblement effrayant, et la peinture est impuissante à en donner une idée fidèle. La figure 14 en suggère l'aspect, aussi bien qu'il est possible de le faire sur le papier, mais elle ne peut rendre l'étrange manière dont toute lumière s'évanouit momentanément dans le corps, ni le tremblement insurmontable qui agite comme une gelée toute cette masse grise. De telles manifestations dénotent une panique mortelle et en général passent promptement. Un état de crainte permanente ou d'extrême nervosité s'exprime par des formes très différentes des mêmes phénomènes, mais la teinte grise toute particulière et le tremblement caractéristique dont sont les signes invariables de la présence obsédante de la peur. Figure 14. Corps astral coloré par la crainte.